Chers collègues, bonjour. Je vous laisse prendre place dans notre salle pour échanger cet après-midi. Je suis Béatrice Couéron et je suis professeure et je dirige le programme enseignant entreprise de l'Institut d'entreprise. Et donc, j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire avec ATD Carmonde qui aura lieu de 14h30 à 15h50. Un grand merci à vous, Marie-Alette Grard, d'avoir accepté notre invitation pour passer cet après-midi. Vous êtes présidente d'ATD Carmonde. C'est un honneur de vous avoir avec nous cet après-midi. Et je remercie également mes collègues d'avoir accepté d'animer cet échange, Hervé Gouvenot et également François Vergne. Hervé Gouvenot, vous êtes IAIPR d'économie-gestion dans l'Académie de Reims et François Vergne, IAIPR de SES dans l'Académie de Bordeaux. Donc, cette collaboration illustre également l'intelligence collective pour travailler ensemble. Alors, je vous rappelle en deux mots, cette action s'inscrit dans un parcours de formation qui est organisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le CEFPEP. Et le replay de ce webinaire vous permettra de valider vos acquis de connaissances en répondant au quiz qui est créé par un de nos collègues qui nous écoute. J'invite tous les participants à poser leurs questions dans le chat au fil de l'eau. Elles seront posées à Marie-Alette Grard par nos modérateurs au fil de l'échange. Et puis, avant de laisser la parole à Hervé Gouvenot et François Vergne, je tiens vraiment très chaleureusement à recommander ce livre qui est préfacé par Marie-Alette Grard. Quand les sans-voix parlent de l'école, je pense que tout professeur de l'éducation nationale, tout personnel de l'éducation nationale devrait l'avoir dans les mains, tellement il est inspirant et qu'il montre le chemin à suivre pour travailler ensemble. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole et je vous remercie très sincèrement. Merci à vous. Voilà, et Hervé et Marie-Alette Grard, c'est à vous. Monsieur, chers collègues, bonjour. Nous avons l'opportunité et la chance de recevoir aujourd'hui Marie-Alette Grard. François et moi, nous allons donc être les modérateurs de ce temps d'intervention. L'objectif est de connecter la connaissance et l'expérience, de découvrir ou de redécouvrir un certain nombre de secteurs, et notamment aujourd'hui, tout particulièrement le secteur de l'économie sociale et solidaire, avec une focale particulière sur l'association ATD Carmonde. Prise en compte, bien sûr, de l'évolution des métiers. Au fil des échanges que nous aurons avec Marie-Alette Grard, nous mettrons en exergue cette évolution des métiers, des carrières et des façons de travailler au sein de l'association et une présentation des compétences attendues. L'objectif de ce webinaire est donc d'élargir les horizons, mieux connaître les organisations et ceci pour mieux accompagner l'orientation des élèves. La modalité pratique et les contraintes nous amènent aujourd'hui exceptionnellement à avoir un temps d'intervention d'1 heure. Nous allons essayer, et je vais m'en arrêter là, laisser la parole à Marie-Alette Grard. Vous pouvez bien sûr intervenir via le chat, n'hésitez pas, et nous aurons l'occasion de remonter les propos que vous voudrez bien saisir sur le chat. Voilà. Un grand merci à Marie-Alette Grard de sa présence, de sa disponibilité. Nous vous laissons la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous pour ce temps et j'espère ces échanges nourris et nombreux. Je suis donc actuellement présidente d'ATD Carmonde. Je suis avec mon mari, nous sommes engagés dans le mouvement ATD Carmonde depuis 40 ans. Voilà, j'ai 62 ans, donc ça fait 40 ans que nous sommes alliés du mouvement ATD Carmonde, c'est-à-dire que je n'ai pas connu la grande pauvreté, mais j'ai décidé de m'engager auprès des plus pauvres et avec ce mouvement pour essayer d'éradiquer la grande pauvreté. C'est bien ça le combat d'ATD Carmonde. Et j'ai choisi d'être bénévole à temps plein depuis 25 ans. Voilà, c'est un choix tout à fait personnel. Et voilà. Alors, ATD Carmonde, peut-être en quelques mots déjà vous définir Agir tous pour la dignité Carmonde. Nous sommes une ONG qui a l'audace et l'ambition de croire que nous pouvons éradiquer la grande pauvreté. Et pour cela, nous ne pouvons éradiquer la grande pauvreté que si nous prenons en compte
les pensées et les savoirs de vie des personnes les plus défavorisées. C'est-à-dire que si je voulais employer un terme qui est de vos métiers, un terme qui est la pédagogie d'ATD Quart Monde, c'est de partir de celui qui a le plus de mal pour faire bouger les choses dans la société et surtout pour n'oublier personne, pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Voilà vraiment la manière dont nous agissons. Alors nous agissons dans tous les domaines des droits fondamentaux. Je pourrais vous montrer une main pour vous dire le logement, l'emploi, la santé, l'éducation, la culture. Voilà, nous expérimentons dans chacun de ces droits fondamentaux les possibles pour éradiquer la grande pauvreté. Et nous expérimentons à petite échelle pour montrer que vraiment c'est possible et que d'autres doivent s'en emparer, que d'autres doivent pouvoir démultiplier ce que nous expérimentons à petite échelle, toujours avec des partenaires et avec les plus pauvres. Ça, c'est pour nous quelque chose d'absolument essentiel. Voilà en quelques mots ATD Quart Monde, mais vous me questionnerez ensuite sur des choses un peu plus précises du mouvement. Je crois que je ne veux pas être tellement plus détaillée sur le mouvement pour l'instant et vous donner par contre des chiffres et expliquer ce qu'est la grande pauvreté. Parce que dans notre pays, il y a, vous voyez les chiffres, 9,2 millions environ de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Lorsque l'on regarde ce seuil de pauvreté à 60% du revenu médian, donc le revenu médian 1 800 € pour une personne, et quand on regarde le revenu médian, on regarde à 60% et on est à 9,2 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vivre dans la pauvreté, c'est déjà difficile, c'est avoir des soucis dans l'un des domaines des droits dont je vous parlais à l'instant. Mais je souhaite faire une différence sans jamais opposer les uns aux autres. Mais je vous ai dit, et je vous le redirai tout le long, nous voulons partir vraiment de ceux qui ont le plus de mal, de ceux qui sont les plus pauvres, pour faire bouger la société. Parce que nous savons d'expérience, nous avons 65 ans d'expérience dans ce mouvement ATD Quart Monde, et nous savons d'expérience que si on n'imagine pas des mesures pour les plus pauvres ou des pédagogies à partir de l'élève qui a le plus de mal dans la classe, eh bien, on va les oublier, ceux-là. On va de toute façon oublier les plus pauvres, on va oublier les plus en difficulté. Donc, sans opposer les uns aux autres, il y a 9,2 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, mais parmi elles, il y en a plus de 2 millions, 2,5 millions, enfin, on n'a pas le chiffre total exact, mais c'est ça à peu près à 60% du revenu médian, 2,5 millions de personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Au-delà des chiffres, au-delà du côté monétaire, vivre dans la grande pauvreté, c'est avoir des soucis dans les domaines de tous ces droits fondamentaux. C'est ce cumul de précarité qui fait que vous vivez dans la grande pauvreté, dans le domaine du logement, de l'emploi, de la santé, de l'éducation, de la culture. Donc, vous voyez, c'est ce cumul de précarité et on ne tombe pas du jour au lendemain dans la grande pauvreté. Ce n'est pas un accident de la vie. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Évidemment, avec Covid, on a vu qu'un certain nombre de personnes qui vivaient dans la précarité sont allées dans la grande pauvreté. Et si on n'y tombe pas du jour au lendemain, on n'en ressort pas non plus du jour au lendemain. Alors, peut-être un exemple pour que l'on se comprenne bien. Et comme vous touchez plutôt les domaines de l'économie, je trouve que c'est important de vous donner cet exemple. Souvent, très souvent, et je l'espère parce que ce sont des personnes qui donc n'ont pas de revenus. Vivre dans la grande pauvreté, c'est être vraiment à moins de 800 € par mois pour les personnes, mais on est bien en dessous en règle générale. Donc, les personnes demandent le RSA, le revenu de solidarité active. Le RSA, vous le savez sans doute, c'est une allocation, c'est le revenu, donc une allocation différentielle. Une allocation qui est versée aux personnes qui ont très peu de revenus. Pour cela, il faut que ces personnes fassent un dossier, remplissent un dossier
c'est là où les choses se gâtent un peu, ça commence à se gâter un peu, un dossier qui fait plus d'une dizaine de pages, A4. Et évidemment, qui sont très intrusives. Et cherchez, regardez ce qu'est un dossier de demande de RSA pour voir à quel point ce dossier est intrusif dans la vie des gens pour obtenir cette allocation, qui au départ était une allocation qui était indexée sur le SMIC à 50% du SMIC. On a chuté, on est à 39-38% actuellement, et qui était une allocation que, au départ, ceux qui ont créé le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui était avant le RSA, il a été créé pour que les personnes qui n'avaient rien pour vivre, justement, puissent avoir ce que l'on appelle le dernier filet de sécurité. Hélas, comme c'est très intrusif, il y a plus de 30% de personnes qui sont éligibles au RSA qui ne le demandent pas, parce que justement, c'est trop intrusif. Donc, ça veut dire que ces personnes préfèrent vivre avec rien plutôt que de demander le RSA. Et puis, je vous l'ai dit, cette allocation est différentielle. C'est-à-dire que, comme on en parle beaucoup du RSA en ce moment, y compris au plus haut niveau de l'État, je trouve important de vous donner tous ces détails parce que ces personnes sont quand même très surveillées, les personnes qui sont au RSA. Donc, vous touchez le RSA de base, c'est 545 €. Mais en fait, vous ne touchez jamais 545 € puisque vous enlevez l'allocation logement. Comme vous êtes en général logé, enfin on l'espère, du moins même dans un hébergement, on enlève l'allocation logement, donc il va rester environ 472 € aux personnes. Mais ça veut dire qu'il y a toujours une autre allocation souvent à enlever. Voilà. Donc ça veut dire que d'un mois sur l'autre, les personnes savent rarement combien elles vont toucher. Alors que quand vous avez cette somme-là pour vivre, parce que 472 €, ça veut dire que c'est pour manger, payer les frais d'électricité, d'assurance et bien sûr s'habiller, la culture, on n'osera pas en parler. Mais comme si cela ne suffisait pas, eh bien les caisses d'allocation familiale surveillent les personnes très pauvres de peur de fraude sociale. La fraude sociale est quand même à peu près à ce niveau-là par rapport à la fraude fiscale dans notre pays. Donc, la fraude surveillée les plus pauvres fait que si vous recevez 50 ou 60 ou 100 € sur votre compte en banque, eh bien, ce sera déduit du RSA le mois suivant. Voilà. Parce que les CAF surveillent les comptes en banque des personnes les plus défavorisées. C'est comme ça que ça marche dans notre pays, hélas. Peut-être vous donner d'autres chiffres dans le système scolaire, dans notre système scolaire obligatoire, donc de la maternelle à la fin du collège. Il y a 3 millions d'enfants, de jeunes, qui vivent dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. 3 millions. Et parmi eux, il y en a 1,6 million qui vivent dans une famille qui vit dans la grande pauvreté. Et au-delà de ce que je viens de vous dire sur la grande pauvreté, je veux quand même redire que vivre dans la grande pauvreté, c'est soit vivre de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel, et il faut quand même savoir que l'État dépense 10 millions chaque jour pour loger des gens dans des hébergements, 10 millions par jour, je dis bien, pour loger des gens dans des hébergements où aucun d'entre nous n'accepterait d'aller loger, même 48 heures. Aucun d'entre nous n'accepterait ces conditions de chambre d'hôtel qui sont d'être à 5 dans une chambre d'hôtel où vous ne pouvez même pas vous réchauffer un repas. Enfin bon, voilà, c'est des conditions de vie qui parfois durent des années et des années. Donc, vivre dans la grande pauvreté, c'est vivre de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel ou être hébergé chez quelqu'un ou vivre dans un logement insalubre. En règle générale, c'est quand même cela. Et puis pour les enfants, pour les jeunes qui sont dans les écoles, dans les collèges, etc., c'est ressentir très profondément, dès le plus jeune âge, combien on est différent des autres, combien ce que l'on vit fait que l'on est très différent des autres. Et c'est sans doute ce qui pose de grands soucis dans le système scolaire
pour que ces enfants, ces jeunes, puissent rentrer dans les apprentissages qui leur sont proposés et puissent apprendre avec l'envie d'apprendre comme tous les autres enfants peuvent avoir. Je ne sais si je vous laisse me poser des questions ou si je poursuis. Je vous laisse faire, Monsieur Gouvenot. N'hésitez pas à m'interrompre parce que vous savez, moi, je peux dérouler pendant 1 heure. Que nous vous écoutons. Nous avons une première question qui apparaît sur le chat. Est-ce que la crise du logement vous semble être le plus petit dénominateur commun des autres difficultés qui peuvent se cumuler, celles liées à l'éducation et la capacité de travailler au calme, par exemple? Ah ben c'est clair, la capacité de travailler au calme. Et c'est impossible de travailler au calme lorsque vous êtes dans un hébergement d'urgence ou dans un hôtel. C'est impossible. Vous êtes à 5 dans une même pièce. Voilà, c'est évidemment pas envisageable pour les enfants et les jeunes qui vivent de telles situations. C'est aussi sentir combien les parents veulent que leurs enfants réussissent à l'école. Tous les parents qui vivent ces situations de grande pauvreté souhaitent que leur enfant réussisse à l'école. Ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas le langage, évidemment, pour dire combien ils souhaitent pouvoir suivre la scolarité de leurs enfants. Et surtout, ils n'ont pas les outils pour pouvoir comprendre ce que l'école propose à leurs enfants. Donc ça aussi, c'est dans les empêchements à apprendre, il y a aussi le fait que les parents n'osent pas s'autoriser à suivre les travaux de leurs enfants à l'école, de peur de les orienter vers de mauvaises choses ou qu'ils soient du coup dans l'erreur. Vous avez débuté effectivement par une présentation d'ATT Quart-Monde. En l'occurrence, est-ce que vous nous avez présenté quelques chiffres, notamment sur le nombre de militants Quart-Monde, enfin globalement sur le nombre de personnes qui aujourd'hui souffrent de cette grande pauvreté? Si je reviens sur ATT Quart-Monde, concrètement, c'est combien aujourd'hui de militants Quart-Monde? C'est quel budget? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous communiquer quelques éléments chiffrés sur ce qu'est aujourd'hui ADT Quart-Monde? Bien sûr. Alors, nous sommes un mouvement de personnes qui s'unissent pour éradiquer la grande pauvreté. Et pour cela, notre fondateur a imaginé 3 formes d'engagement. C'est-à-dire des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté et qui décident de se mettre debout pour faire changer les choses autour d'elles et pour se former à cette pédagogie de partir de celui qui a le plus de mal pour faire bouger les choses dans la société. Et ces personnes-là, nous les nommons des militants Quart-Monde. Ce sont des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté. Ça ne veut pas dire que ce sont tous les plus pauvres de France et de Navarre. Pas du tout. Ce sont des personnes que nous avons rencontrées et qui ont décidé de se mettre debout pour rejoindre ce combat. Je n'ai pas le chiffre des militants Quart-Monde, il faut absolument que je me le procure parce qu'on n'arrête pas de me le demander et je ne sais pas dire. Donc, comme ça, je dirais qu'il y a bien plus de 1000 militants Quart-Monde, évidemment, en France, au regard du nombre d'alliés. Des alliés, ce sont des personnes qui n'ont pas connu la grande pauvreté, mais qui décident de s'engager dans la ATD Quart-Monde et donc de se former. Je répète, à cette pédagogie de partir de celui qui a le plus de mal, et ils sont environ 15 à 16 000 en France. Quand même, les militants Quart-Monde, on va plutôt aller vers les 2000, hein, parce que 15 à 16 000 alliés. Et il y a une 3e forme d'engagement ce sont des volontaires permanents. Et ça, pour nous, c'est très important. Les volontaires permanents, ce sont des personnes qui ont une formation professionnelle, qui, dans 98% des cas, n'ont pas connu la grande pauvreté, mais qui décident d'accepter de se former à cette pédagogie d'ATD Quart-Monde pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ils reçoivent une formation pour vraiment comprendre comment agir au quotidien
avec les plus pauvres sur le terrain pour faire bouger les choses dans notre société en profondeur. Et au bout de ces 2 ans, ces personnes, évidemment, quittent leur emploi. Alors, ils étaient polytechniciens, ingénieurs, enseignants, chercheurs, artistes, enfin, voilà, il y a tout un panel de professions chez ces volontaires permanents. Et les volontaires permanents, ils sont une centaine en France et un peu plus de 400 dans le monde, parce que nous sommes dans 35 pays dans le monde. Donc, en France, il y a une centaine de volontaires permanents qui ont fait un vrai choix de vie. C'est-à-dire qu'après avoir reçu cette formation de 2 ans, ils sont nommés par le mouvement ATD Quart Monde pour aller vivre auprès des plus pauvres dans un quartier ou dans une campagne, dans un lieu plus rural, pour vraiment aller vivre auprès des plus pauvres dans des projets ou simplement pour comprendre ce que vivent les plus pauvres là où nous les envoyons. Ils sont tous déclarés au SMIC. Je suis très pragmatique, mais je trouve qu'il faut des choses comme ça pour bien se comprendre. Ils sont tous déclarés au SMIC et ils sont logés par le mouvement ATD Quart Monde. Et donc, ils reçoivent tous, qu'ils soient délégués nationaux ou auprès des plus pauvres dans un quartier à Lille, à Paris ou à Lyon, que sais-je, ils reçoivent 700 € d'indemnité chaque mois pour vivre. Donc, c'est un vrai choix de vie. Chaque mission des volontaires permanents dure environ 5 ans, parfois plus, parfois moins, évidemment. Mais voilà, c'est très important pour nous parce que nous qui montons des projets expérimentaux dans les différents domaines des droits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de cette connaissance du terrain. Nous avons absolument besoin de cette connaissance du terrain, de comment vivent les plus pauvres au quotidien, quelles sont les choses sur lesquelles c'est extrêmement difficile pour eux, quelles sont les choses qui avancent, parce qu'heureusement, il y en a aussi de temps en temps qui avancent. Et puis, parce que notre combat, il n'est pas simplement sur le terrain et à faire des projets expérimentaux, il est aussi de faire un gros travail politique. C'est-à-dire que nous avons un combat politique au sens premier du terme, au sens de vouloir changer la société. C'est-à-dire nous ne sommes pas partisans, ni de droite ni de gauche, mais nous travaillons absolument quotidiennement avec les députés, les sénateurs. Je précise que nous ne travaillons pas avec les députés du Rassemblement national. C'est un choix, nous n'écrivons pas et nous ne travaillons pas avec eux. C'est un choix précis chez nous, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Mais nous travaillons avec des députés de la France insoumise à LR, voilà, pour vraiment pouvoir leur proposer des amendements, discuter avec eux de textes de loi, députés et sénateurs, et nous travaillons avec le gouvernement très, très régulièrement, bien entendu. Nous participons à toutes les consultations que fait le gouvernement et à tout, voilà. Vous me demandiez un budget, alors nous sommes petits. Nous sommes petits, nous sommes un mouvement international et une ONG reconnue à un rang assez élevé à l'ONU parce que nous pensons que ce sont des lieux qui sont très importants pour faire changer les choses pour la grande pauvreté en France et dans le monde. Nous avons un budget environ pour ATD Quart Monde France d'environ 7 millions d'euros, avec une centaine de salariés en plus des volontaires permanents, et avec des salaires qui parfois sont au niveau du marché, mais enfin, on ne va quand même pas voilà, dans des niveaux très élevés. De toute façon, il y a des multiplications que nous refusons de faire, et avec un certain nombre de salariés qui sont soit au SMIC, soit 1,5 fois le SMIC, auquel nous proposons dès l'embauche d'être au SMIC ou à 1,5 fois le SMIC. C'est un vrai choix. Voilà. Et nous avons un financement de dons et de financement public, bien entendu, sur toutes les expérimentations que nous menons. Dès que nous voulons être plus libres, nous prenons plutôt l'argent des dons. Enfin, vous voyez, cette gymnastique qu'il peut y avoir. Des questions comme
De nombreuses questions commencent à émerger, nous allons y revenir. Je vois ça. On essaye, on va essayer de structurer l'intervention. Nous étions effectivement sur la philosophie, sur ce qui guide effectivement l'action, notamment des militants Carmonde, des volontaires permanents. Hein, vous avez souligné leur engagement. Qu'est-ce qui peut amener justement un individu vous, notamment, Marie-Laide Grard, qui avait un parcours de conviction et un parcours d'engagement, comment un individu devient-elle, décide-t-elle d'être une actrice de la société, tout particulièrement d'être une actrice au sein de l'organisation ATT Carmonde? Alors, vous savez, j'avais 22 ans, donc lorsque je me suis engagée avec mon mari dans ATD Carmonde, nous avons choisi cet engagement après avoir lu un certain nombre de publications, puisque nous sommes notre propre éditeur à ATD Carmonde depuis toujours. L'écrit est très, très important. Au passage, je fais une petite digression pour vous dire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder Centre de recherche Wresinski. C'est un centre de recherche et d'archives, j'ose le dire, unique en France, et des journalistes du Monde et d'autres nous disent unique au monde, puisque c'est un centre d'archives sur la grande pauvreté depuis 65 ans en France et dans le monde. Et des chercheurs viennent y travailler tout à fait régulièrement. Donc l'écrit pour nous est très, très important. Les volontaires permanents écrivent au moins toutes les semaines, voire tous les jours, sur ce qu'ils vivent avec les plus pauvres dans les quartiers, pour vraiment que l'on ait cette connaissance de la vie des plus pauvres et pouvoir faire avancer les choses. Évidemment, je me suis perdue parce que j'ai fait une digression. Oui, pourquoi je me suis engagée il y a 40 ans? Mais pourquoi je me suis engagée? Parce que j'avais lu ces livres qui montraient que moi, j'ai une éducation avec des parents plutôt très militants et une éducation judéo-chrétienne, on va dire. Mais ce qui m'a interrogée et interpellée dans ce mouvement ATD Carmonde, c'est de me dire que oui, je peux aider les plus pauvres dans la société, mais eux aussi ont des choses à m'apprendre. Et c'est vraiment cette réciprocité entre de travail, de réflexion, de pensée avec les plus pauvres qui va permettre de faire bouger la société et de faire que les plus pauvres ne vivent plus dans la grande pauvreté. Et j'ai vraiment découvert à ATD Carmonde combien cette réciprocité est importante et m'apporte beaucoup, bien sûr, sinon je n'y serais pas encore au bout de 40 ans, je ne continuerai pas comme ça, et fait changer des choses profondément dans notre société. Juste pour que nous nous comprenions bien, rappelez-vous, pour ceux qui sont au moins, pas ceux qui ont 25 ans, mais pour ceux qui ont un peu plus de 25 ans, qui nous regardent, rappelez-vous, en 1980, par exemple, en 1985, même 90 encore, lorsque nous entendions dans la société dire pour les plus pauvres, il fallait les aider, il fallait absolument leur apporter des choses et il fallait faire pour les plus pauvres. Or, Wresinski a écrit un rapport au Conseil économique et social, notre fondateur, qui dit bien et qui montre bien combien c'est important de faire avec les plus pauvres et de réfléchir les choses avec les plus pauvres. Il y a un certain nombre de monographies d'ailleurs dans son rapport de 1987 qui montrent combien le fait de faire au quotidien avec les plus pauvres transforme les personnes, pas simplement les plus pauvres, mais les autres personnes de la société. Et bien finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on entend dans la société? On entend toutes les associations, y compris le gouvernement, les gens aux plus hautes responsabilités, qui disent qu'il faut absolument faire avec les personnes, que la participation des personnes est très importante. Partout, on entend ça, partout. Eh bien, moi, j'en suis ravie, parce que ça, c'est vraiment un coin que nous avons réussi à poser, vous voyez, dans notre société, pour faire comprendre combien chacune et chacun a sa place dans la société. Alors, il y a bien sûr des choses à perfectionner pour que ça avance et que ça change la vie des gens, mais voilà, ça, c'est déjà quelque chose qui a vraiment bougé. Et nos amis du Secours populaire, du Secours catholique le reconnaissent très volontiers. Hein. C'est une boutade entre nous, mais ça vient de là, quoi. Nous avons des questions
je vais poser parce que ça commence à dérouler. Pouvez-vous, ADD Carmonde travaille au quotidien avec les plus pauvres, en France comme ailleurs. Quelle appréhension avez-vous des effets du dérèglement climatique sur les plus pauvres, en France ou ailleurs? Les premiers qui sont touchés par le dérèglement climatique, par la pollution, par toutes ces choses-là, ce sont les plus pauvres. Les premiers impactés, ce sont les plus pauvres. Les premiers à faire des efforts au quotidien depuis des années, c'est-à-dire à économiser l'eau, à faire attention, à recycler un certain nombre de choses, ce sont les plus pauvres. Alors évidemment, quand nous nous sommes mis à dialoguer avec nos amis militants Carmonde sur le réchauffement climatique et sur le fait qu'il fallait faire attention à l'eau, faire attention à toutes ces choses-là, au départ, ils nous ont d'abord dit, mais enfin, écoute, excuse-moi, mais moi, je fais ça depuis toujours, quoi. Donc, franchement, je veux bien être écologiste, mais moi, je crois que les premiers écologistes, ce sont les plus pauvres. Et je suis tout à fait convaincue, comme eux, que les premiers écologistes, ce sont les plus pauvres. Mais ce sont aussi les premiers impactés par tout cela, parce qu'ils vivent dans des conditions qui font que, voilà, ce sont eux qui vivent auprès du périphérique, ce sont eux qui vivent dans des zones les plus polluées, etc. Donc, nous travaillons sur ces questions-là avec les personnes les plus pauvres, mais également avec d'autres grosses associations et avec le gouvernement, bien entendu. Et nous avons participé à la COP 21, nous avons participé à toutes les COP depuis la COP 21. Nous avons des représentants dans ces COP pour aller faire des propositions pour avancer ces questions avec les populations les plus défavorisées. Hélas, Covid a eu un impact assez important, entre autres, dans ce domaine-là aussi. Parler du dispositif de croisement des savoirs. On rentre un peu dans quelques dispositifs, on aura peut-être l'opportunité d'y revenir. Alors, le croisement des savoirs et des pratiques est une technique brevetée, enfin avec un petit copyright là, par ATD Carmonde, parce que depuis 65 ans, Wresinski nous a dit au départ, il faut absolument travailler avec les plus pauvres, il faut penser avec les plus pauvres. Ça ne se fait pas comme cela du jour au lendemain. Même dans le mouvement ATD Carmonde, si on veut reprendre l'histoire depuis 1957, on voit bien que nous avons évolué dans nos manières de travailler avec les plus pauvres. Les recherches participatives dont je vous parlais tout à l'heure, au départ, le centre de recherche en 1960, ça ne se passait pas, ça ne se déroulait pas tout le temps, les recherches n'étaient pas toutes faites avec des personnes très pauvres. Maintenant, nous n'imaginons pas de faire un projet de recherche sans la participation pleine et entière des personnes très pauvres. Donc, vous voyez, ça évolue. Et le croisement des savoirs et des pratiques est une technique qui permet de travailler ensemble et de faire émerger les savoirs j'y arrive plus, les savoirs de vie des personnes très pauvres, les savoirs de connaissance des chercheurs et les savoirs des enseignants, par exemple. Je vais vous prendre un exemple très simple et très concret sur le croisement des savoirs. J'ai fait un rapport au Conseil économique, social et environnemental en 2015 sur l'école de la réussite pour tous. Nous avons vu au cours de ce rapport un certain nombre de choses, c'était tout à fait passionnant, c'est un rapport très positif qui dit tout ce qui peut marcher dans notre école. Mais nous avons vu aussi combien notre école est très ségrégative et qu'il y a trop d'enfants de milieux très défavorisés qui sont orientés vers des filières spécialisées qui ne leur permettent pas, au bout du compte, d'avoir un métier, d'avoir choisi leur orientation, d'avoir une formation professionnelle qui soit vraiment à la hauteur de leur personne. Donc, nous avons décidé de faire un croisement des savoirs entre des inspecteurs, il y avait des IAEPR, d'ASEN, IEN, enseignants. Ça, c'est un groupe de personnes. Voilà le croisement des savoirs, un groupe de pairs. Un autre groupe de pairs, ce sont des chercheurs. Et un autre groupe de pairs, ce sont des personnes qui ont l'expérience de la grande pauvreté.
Et si on veut le résumer en 3 week-ends, par exemple, comme ça a eu lieu pour faire ce travail-là, pour amener à la recherche CIPES sur l'orientation scolaire, eh bien, le premier week-end, chaque groupe de pairs travaille les questions qui sont mises sur la table, les mêmes questions pour chacun des groupes de pairs sur l'orientation scolaire, là, en l'occurrence. Donc, chaque groupe de pairs travaille ces questions pour se mettre d'accord, pour bien comprendre ce qui est posé, etc. Le deuxième week-end, et c'est là que ça se complique et que ça devient une technique un peu difficile, pas toujours simple dans cette deuxième phase, c'est qu'il s'agit d'écouter chaque groupe de pairs et de ne pas réagir, de ne rien dire. Quand un groupe de pairs présente ses réactions, ses propositions, ses questions sur le sujet travaillé. C'est très difficile, hein, vous savez, pour des enseignants, d'entendre des parents qui vivent la grande pauvreté parler de l'école et de ne pas réagir. Et réciproquement, vous imaginez bien. Et puis, le troisième week-end, on fait travailler ensemble ces 3 groupes de pairs pour produire ensemble un texte, produire quelque chose ensemble qui fait que nous nous sommes compris. Donc, le croisement des savoirs et des pratiques, c'est vraiment croiser ces savoirs et ces pratiques qui viennent d'univers extrêmement différents, mais pour montrer qu'au quotidien, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons avancer ensemble. Nous faisons des formations comme cela dans tous les domaines de la société, évidemment jamais autant que nous voudrions, parce que nous n'avons pas les moyens de le déployer autant que nous voudrions, mais c'est très important parce que ça fait bouger autant les plus pauvres que les professionnels et les chercheurs. Ça fait bouger tout le monde. Et on ne revient pas tout à fait indemne d'une session comme celle-là. Marinette Grard parlait à de nombreuses reprises de centres de recherche. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur ce qu'est ce centre de recherche sur lequel... Alors, le centre de recherche Wresinski, je vois que le lien a été mis et je vous remercie de l'avoir mis dans la conversation. Le centre de recherche Wresinski est vraiment un centre à la fois qui accueille des chercheurs qui veulent travailler sur la pauvreté, sur la grande pauvreté en France et dans le monde, et également un lieu d'archives de l'histoire de la grande pauvreté en France et dans le monde. Mais vraiment un lieu d'archives d'écrits, de photos, de choses artistiques, de créations artistiques, et également dans tout ce domaine de la grande pauvreté en France et dans le monde. Ça se situe en région parisienne, je ne vais pas y arriver, Baillet en France. Baillet en France, c'est pas très loin de Pontoise. C'est un petit trou, mais c'est sur une ligne de RER. Vous avez produit un certain nombre d'écrits et nous avons un certain nombre de constats sur les écarts de richesse, revenus, patrimoine. Et malgré tout, celle-ci ne cesse d'augmenter. Et donc, in fine, l'accès à la culture, au savoir, à la santé, bien sûr, ne s'améliore pas. Je ne veux pas dire qu'il ne se dégrade pas, mais il ne s'améliore pas. Et le nombre de personnes pauvres augmente. Quelle stratégie avez-vous pour essayer de lutter contre ces constats? Alors écoutez, on ne doit pas être très efficace hein, parce que ça ne s'améliore pas. Et je ne cesse de me dire avec mes amis hein, d'ATD Carmonde, nous travaillons de façon très collégiale. Évidemment, ce n'est pas juste la présidente qui porte ça toute seule. Nous sommes, ensemble avec d'autres pour porter toutes ces questions-là au plus haut de l'État et à tous les responsables politiques. Mais nous ne sommes pas entendus parce que je crois qu'ils n'ont pas compris combien prendre en compte une société vivra et vit dans la paix s'il n'y a plus de pauvreté et de grande pauvreté en particulier. On le sait, c'est vraiment tout à fait démontré. Tous les pays qui vivent le plus dans la paix sont des pays où le taux de pauvreté est absolument infime. Allez au Costa Rica, par exemple. Le taux de pauvreté est totalement infime. Donc, une société, plus vous avez de pauvreté et de grande pauvreté, plus votre société va avoir de violence. Et ça, je pense qu'il faut absolument
que nos responsables politiques le prennent en compte. Je ne sais pas comment le dire, je le dis de toutes les manières différentes que nous pouvons, mais nous ne sommes pas visiblement bien entendus puisque ça ne s'améliore pas. Au contraire, les écarts se creusent et je dirais même que, parce que ma parole est très libre, bien évidemment, que les derniers propos du président de la République dans les médias nous ont beaucoup inquiétés et nous inquiètent beaucoup parce que à vouloir montrer les plus pauvres du doigt comme il l'a fait à ce moment-là, eh bien, c'est plutôt diviser dans notre société et faire chuter encore un peu plus les plus pauvres au plus profond de la grande pauvreté. Ça, c'est pour nous grave et important. Alors que je crois que nous avons les moyens d'éradiquer la grande pauvreté dans notre société, c'est certain. Est-ce que vous avez peut-être quelques éléments, justement, sur lesquels nous pourrions prendre appui? Qu'est-ce que je vais vous donner comme élément pour prendre appui, pour éradiquer la grande pauvreté? Territoire zéro chômeur de longue durée, tenez. Je vais prendre cet exemple. Vous avez sans doute entendu parler de cette expérimentation. Alors, ça ne sort pas comme ça. Ces expérimentations, elles n'arrivent pas comme ça. Nous avons à ATD Quart Monde une entreprise qui s'appelle Travailler et apprendre ensemble, TAE. Pareil, vous pouvez le trouver sur Internet. TAE est une entreprise où nous expérimentons depuis plus de 20 ans le fait d'embaucher en CDI des personnes qui sont au chômage depuis très longtemps, qui sont cassées par une vie de grande pauvreté. À tel point que, pour l'instant, depuis 20 ans, toutes les personnes que nous avons embauchées, aucune n'a atteint l'âge de la retraite et tous ceux qui étaient en passe de pouvoir atteindre l'âge de la retraite sont décédés avant. Parce que la grande pauvreté, ça casse. Et vivre longtemps dans la grande pauvreté dans notre pays, en France, en 2023, ça veut dire avoir 13 ans d'espérance de vie de moins que vous et moi. Donc, dans cette entreprise, nous expérimentons d'embaucher des personnes comme celle-là et d'embaucher au contraire en CDD des personnes comme vous et moi qui acceptent de venir travailler pour 1, 2 ou 3 ans comme compagnons aux côtés de ces personnes pour travailler ensemble, faire les mêmes tâches. Alors, des tâches de remise en état d'ordinateur, des tâches de peinture, de travaux d'œuvre, etc. Donc, nous avons étudié tout ça d'assez près dans cette entreprise. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, mais nous devons expérimenter à une échelle plus grande le fait que nous pourrions, dans notre pays, éradiquer le chômage de longue durée. Le chômage de longue durée, ce sont des gens qui ne sont même plus inscrits à Pôle emploi, en tout cas qui sont au chômage depuis plus d'1 an et qui trop souvent ne sont plus inscrits à Pôle emploi car au chômage depuis trop longtemps. Et nous avons démontré au ministre de l'Emploi de l'époque, au ministre du Travail, à tous les responsables, le coût d'un chômeur de longue durée pour la société. Le coût d'un chômeur de longue durée pour la société qui est environ de 19 000 € par an, c'est-à-dire que le coût d'un chômeur de longue durée, ce ne sont pas les allocations, parce qu'un chômeur de longue durée ne touche plus d'allocations, mais ce sont tous les autres coûts pour un chômeur de longue durée. Ça pourrait être, par exemple, l'hébergement en hébergement d'urgence. Ça peut être le coût des enfants placés, parce qu'il ne peut plus s'occuper de ses enfants parce qu'ils sont dans un logement qui est tout à fait impossible pour y vivre avec les enfants et que de ce fait, les enfants sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, tout ça a un coût vraiment important, financier et humain. N'oublions pas aussi le coût humain. Donc je vous fais un raccourci très bref, c'est assez difficile d'expliquer une expérimentation pareille en quelques minutes, mais très bref, c'est expérimenter d'abord sur 10 territoires, 10 territoires bien définis. Plutôt, au départ, nous souhaitions plutôt des territoires de 15 000 habitants. Nous sommes allés dans des territoires un peu plus grands, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est parce que ce sont les territoires qui se proposent de pouvoir, sur un territoire, mettre ensemble les élus, les chefs d'entreprise,
les responsables associatifs, toutes les personnes de bonne volonté qui identifient sur ce territoire tous les emplois non pourvus, toutes les choses dont le territoire a besoin, qu'il faudrait créer sur ce territoire et qui ne vont pas enlever de l'emploi à des entreprises qui existent déjà. Parce qu'il y a déjà des entreprises, bien entendu, sur ce territoire et qu'il s'agit surtout de ne pas impacter les entreprises qui sont déjà là. Donc, avec ces personnes, voilà, on fait déjà un état des lieux et un état des lieux des personnes qui sont au chômage depuis trop longtemps, depuis plus d'1 an. Et ensuite, une fois que voilà, on a l'autorisation de faire cette expérimentation, il est créé une entreprise à but d'emploi, c'est-à-dire une entreprise qui est soutenue par l'État dans les premières années pour pour que les personnes qui sont embauchées, l'État paye. Parce qu'évidemment, une entreprise, ça ne gagne pas de l'argent tout de suite. Donc, l'État abonde pour les personnes au chômage depuis trop longtemps et qui sont embauchées. L'État abonde dans les premières années. Mais ce qui est surtout très important, c'est que sur ces territoires, les personnes au chômage depuis très longtemps, on prend le temps de les rencontrer, d'aller les voir, parce qu'elles ne viennent pas toujours à Pôle emploi ou dans ces lieux-là. Donc, aller les rencontrer, leur expliquer les possibles, leur demander ce dans quoi elles se sentent capables de pouvoir travailler. Vraiment, ce dialogue doit être un dialogue assez long pour prendre le temps de connaître la personne et de comprendre ce qu'elle va pouvoir faire et elle, qu'elle puisse dire dans quel emploi elle va pouvoir aller. Ça transforme vraiment les choses. Je vous assure que je veux vous dire 2 points. Ça transforme d'abord sur le territoire, parce que ça met ensemble des gens au-delà des clivages politiques. On a vu des expérimentations de territoire zéro chômeur continuer dans une très belle continuité en ayant des élus qui passent de droite à gauche ou de gauche à droite, enfin voilà, qui changent de bord, et ça continuait malgré tout. Parce que cette expérimentation, elle est bien au-delà des clivages politiques. Elle est pour transformer notre société et transformer un territoire et que chacune et chacun ait sa part dans le territoire. Et ce que nous disent les élus en particulier du territoire ou les gens qui se sont mis en route dans ces entreprises à but d'emploi, c'est que les gens qui sont embauchés prennent part à la vie du territoire, ce qui n'était pas le cas avant. On voit sur de petits territoires combien ça change la vie du territoire d'avoir ces personnes qui prennent part à la vie du territoire, qui sont dans les fêtes locales, qui sont dans tous les événements locaux qui sont présents, qui prennent vraiment part à cette vie. Évidemment, on voit bien d'autres effets collatéraux, c'est-à-dire que les enfants des gens qui sont embauchés en CDI, j'ai oublié de le préciser, je crois, qui sont embauchés au SMIC en CDI. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus d'épée au-dessus de la tête de cette précarité où on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ces gens qui sont embauchés en CDI, les enfants, je vais vous prendre l'exemple d'une maman qui était au chômage depuis très longtemps, dont la fille de 9-10 ans disait plus tard, moi, je ferai comme maman, je serai à la maison. Elle n'arrivait absolument pas à dire, cet enfant, dans quoi elle voudrait éventuellement, quel métier elle voudrait exercer plus tard. Et quand sa maman a été embauchée, au bout d'1 an ou 2, cet enfant a dit ce qu'elle voulait faire plus tard. Sa maman a retrouvé son métier de couturière et elle est très heureuse dans son métier de couturière qu'elle peut de nouveau exercer. Et cet enfant a dit très clairement, au bout d'un moment, eh bien moi je sais quel métier je veux faire plus tard. Voilà, vous voyez, ça veut dire que ces enfants de personnes qui sont embauchées en CDI dans territoire zéro chômeur s'autorisent de nouveau à apprendre à l'école, s'autorisent de nouveau à rentrer dans les apprentissages qui leur sont proposés à l'école, parce que quand on a des parents qui sont au chômage, qu'on n'a jamais vu travailler, c'est pas si simple de rentrer dans les apprentissages qui sont proposés à l'école. Cette expérimentation de territoire zéro chômeur et en complément de cette expérimentation, quel est le lien entre l'association et la sphère politique ?
Alors, donc, Territoires zéro chômeur, nous l'avons mis en place avec d'autres amis, On d'autres était d'accord. associations. Voilà, un député, Laurent Grand-Guillaume, et tout ça marche très bien. Maintenant, on est à bientôt 60 territoires. Donc, voilà. Mais quels sont nos liens avec la sphère politique? Eh bien, écoutez, c'est un lien, euh, comment je vais vous dire, assez quotidien et vraiment transpartisan. C'est-à-dire que vraiment très sincèrement, moi je vais discuter très régulièrement avec députés et sénateurs. Autant je discute avec Gérard Larcher qu'avec Boris Vallaud, qui est un député socialiste à l'Assemblée nationale. Enfin, vous voyez, je discuter tout à fait régulièrement, à la fois pour leur demander d'avancer sur des textes, sur des choses très précises, et à la fois pour les tenir au courant de ce que vivent les très pauvres dans notre pays, pour qu'ils prennent la mesure de ce que vivent les très pauvres dans notre pays et combien ce n'est pas possible de montrer du doigt les très pauvres comme on le fait trop couramment dans notre pays, comme s'ils étaient responsables d'un certain nombre de maux. Nous avons un certain nombre de questions qui relèvent de l'école. Si vous me l'autorisez, Marie-Hélène Gras, nous Je vais dire l'aborderons plutôt. Marie-Hélène, hein. Bon, Marie-Hélène, C'est pas facile. nous, nous, nous mobiliserons ces questions plutôt en fin d'échange, Pas de sur problème. cette dernière partie. La question, là, on va peut-être resituer un sujet qui est celui des personnes engagées dans l'association ATT Quart Monde. Aujourd'hui, dans cette constellation d'ATT Quart Monde, pourriez-vous nous présenter les métiers qui existent au sein d'ATT Quart Monde? Vous avez donné quelques profils, mais quels sont les métiers aujourd'hui qui existent à ATT Quart Monde? Alors, je vous ai dit, budget un peu plus de 7 millions d'euros. C'est vraiment, nous sommes petits, hein, nous avons une centaine de salariés, donc des salariés qui sont principalement dans l'administration, financement, choses comme cela. Euh, voilà, les métiers dans ATD Quart Monde, je dirais plutôt que ce sont chez les volontaires permanents que l'on trouve un panel de métiers extrêmement différents. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que les volontaires permanents sont amenés à avoir des tâches extrêmement différentes et pas forcément en rapport avec leur métier de base. C'est-à-dire que lorsque nous avons... alors, je vais en citer quelques-uns, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi. J'ai en tête une volontaire qui était enseignante en SVT jusqu'à il y a quelques années encore et qui est maintenant responsable du département petite enfance d'ATD Quart Monde, c'est-à-dire qui s'occupe de toutes ces questions de petite enfance à ATD Quart Monde en travaillant à la fois avec des professionnels de la petite enfance et avec des familles très pauvres, bien sûr, au quotidien. Voilà, c'est sans arrêt un aller et retour entre des professionnels avec lesquels nous travaillons et des personnes très pauvres avec lesquelles nous travaillons aussi, et parfois de les mettre ensemble, bien entendu. Il y a, bon, je ne sais pas trop comment vous répondre à ces métiers dans le mouvement ATD Quart Monde. Ce qui fait s'engager quand même à ATD Quart Monde, dans les 16 000 alliés d'ATD Quart Monde, qui sont donc des gens non rémunérés, hein, nous sommes tous bénévoles, les 15-16 000. Mais il y a des gens qui sont très, très peu, ils se forment tous. C'est se former à cette pédagogie, de partir de celui qui a le plus de mal. Après, il y a des gens que l'on ne voit jamais. Il y a des alliés que l'on ne voit pratiquement jamais dans des actions du quotidien ou hebdomadaires de mouvement, mais qui sont actifs là où ils sont. Il m'arrive de pousser la porte d'un préfet, d'un cabinet ministériel et d'entendre le préfet lui-même. J'ai eu ce cas il y a 2 ou 3 ans, en poussant la porte d'un préfet où je commençais à vouloir lui parler d'ATD Quart Monde, et il m'a dit, mais vous savez, moi je suis toujours allié parce que j'ai participé à une bibliothèque de rue pendant plusieurs années lorsque j'étais étudiant, et je continue d'être allié. Alors être allié, c'est être attentif au quotidien, là où on est, dans son entreprise,
là où on travaille, dans l'école de ses enfants, dans son quartier, dans son syndicat, d'être attentif à celui qui est le plus oublié, à celui qui est vraiment laissé de côté, et de voir ensemble les stratégies que l'on va pouvoir développer pour qu'il ne soit plus laissé de côté, pour que dans cette entreprise où en fait on croit que tout le monde va bien et où on se rend compte que les employés qui sont un peu laissés de côté sont des employés qui, par exemple, je me souviens d'une entreprise où un allié a fait ça pendant de longues années, où il s'était rendu compte qu'en fait, il ne savait ni lire ni écrire et que les tâches qu'il faisait chaque jour, il pouvait les accomplir en ne sachant ni lire ni écrire, mais qu'il rêvait de savoir lire et écrire. Et que finalement, tout ça s'est fait dans un dialogue très respectueux et que petit à petit, les personnes elles-mêmes ont pu dire « mais moi, je veux faire une formation pour apprendre à lire et écrire ». Il ne s'agit pas de pousser absolument la personne à aller rencontrer les enseignants ou aller, vous voyez, il s'agit d'avancer ensemble dans un dialogue pour que les personnes prennent leur part elles-mêmes dans ce qui va faire qu'elles seront plus insérées dans la société. Cette organisation, et vous l'exprimez très clairement et avec énormément de conviction, Marie-Alette, en l'occurrence, on note cette dynamique d'engagement, mais indépendamment de cet engagement, comment gouverner justement quelles sont les modalités de gouvernance de ATT Quart Monde? C'est indescriptible, c'est un fouillis indescriptible. Non, je blague. Non, mais c'est très horizontal. Notre gouvernance, elle est très horizontale. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons un conseil d'administration, mais le conseil d'administration est vraiment un conseil, mais il administre un petit peu, mais pas beaucoup, parce que les décisions du conseil d'administration, elles se prennent aussi entre la délégation, les gens que nous appelons la délégation nationale. Ce sont des personnes qui animent le mouvement pour la France. Donc, 3 personnes qui animent le mouvement pour la France. Donc, la délégation nationale et la présidence, nous réfléchissons ensemble avec des amis du pôle politique, des gens qui sont responsables de ceux qui représentent le mouvement ATD Quart Monde dans un certain nombre de lieux et d'organisations. Voilà, donc nous réfléchissons ça dans ces lieux-là. Évidemment, nous réfléchissons aussi avec la directrice administrative et financière. Et tout ça est vraiment... c'est pas toujours simple, hein. C'est pour ça que je dis que ça peut paraître un peu bazar, parce que c'est pas toujours simple. Nous réfléchissons pas simplement nous, France, nous sommes dans un mouvement international. Donc, les choses sont réfléchies en France pour un certain nombre d'actions, mais si nous voulons, par exemple, si nous voulions dépenser plus d'argent pour tel ou tel projet, charge à nous d'aller chercher de l'argent ou à demander à notre fondation de nous donner un peu plus d'argent, ou en tout cas de faire savoir au mouvement international et d'être d'accord avec les amis qui animent le mouvement international que voilà, nous souhaitons porter un tel projet et nous souhaitons y mettre toute cette énergie. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? Nous le réfléchissons ensemble. Et ensemble, nous nous mettons d'accord ou nous changeons des modalités. Mais ça demande beaucoup de dialogue, beaucoup d'écoute. Ça demande une bonne connaissance pas simplement par la présidente ou la délégation nationale, mais par un certain nombre de personnes autour. Voilà, nous avons besoin d'être aussi dans un climat de confiance. Ça, c'est aussi très important. Les gens du conseil d'administration, j'ai quand même besoin de vous dire ça, les gens qui constituent ce conseil d'administration, 17 personnes. Sur les 17 personnes, il y a 4 militants Quart Monde. Et quand on parle de croisement des savoirs ou de co-formation ou de faire avec les plus pauvres, eh bien, au conseil d'administration d'ATD Quart Monde, on n'est pas plus malin qu'ailleurs, c'est-à-dire que nous avons
nous avons eu du mal et nous avons, je crois, pour l'instant, trouvé une manière de faire pour faire que les 4 militants Carmonde qui sont dans ce conseil d'administration puissent vraiment avoir la parole et que leur parole ne soit pas une parole alibi où tout d'un coup on va leur demander leur avis sur tel ou tel sujet, mais qu'ils puissent vraiment prendre part à nos conversations dans ce conseil d'administration où nous abordons des sujets d'actualité brûlantes, où nous abordons des sujets de fond avec des personnes qui sont très ancrées dans le mouvement ATD Quart Monde et des personnes qui ne sont pas du tout ancrées dans le mouvement ATD Quart Monde, qui font partie de ce CA. Donc, il s'agit, vous voyez, pour moi, par exemple, de prendre du temps avant chaque conseil d'administration avec l'ensemble des militants Quart Monde, là, de ces 4 militants Quart Monde. Il s'agit de prendre au moins 2 heures avec eux en amont pour préparer ce conseil d'administration et pour qu'ils se sentent légitimes de prendre parole et place, une vraie place dans ce conseil d'administration. Donc, vous voyez, la place des plus pauvres, elle est aussi là, mais elle est à travailler sans cesse. Et donc, quelles sont les valeurs éthiques qui guident les arbitrages en termes d'allocation de ressources? Parce que vous nous avez parlé effectivement d'échanges. L'allocation de ressources, c'est-à-dire… Oui, en termes, vous avez des projets. Qu'est-ce qui va déterminer quel projet va prendre une part plus importante qu'une autre? Sur quelle base d'information? Puisque vous nous avez dit effectivement que la richesse était sur le terrain, était effectivement auprès des plus pauvres. Comment effectivement les éléments d'arbitrage… Comment discerner tel ou tel projet? Alors, bien entendu, nous sommes sollicités par un certain nombre de partenaires pour participer à des projets qui peuvent parfois nous embarquer dans des choses financières qui sont au-delà de nos capacités. Donc, nous devons veiller à cela et en discuter entre nous, entre ce conseil d'administration, la délégation nationale, la présidence, le pôle politique, voilà, nous dialoguons de cela. Mais nous avons aussi nos propres projets que nous voulons mener et mettre en place. Donc ça, c'est aussi, ce sont des discussions en interne. Mais vous savez, je vais vous prendre un exemple. Nous avons fait une recherche sur les dimensions cachées de la pauvreté. Parce que, je vous le disais en introduction, mais je n'ai pas été très longue, la pauvreté, ce n'est pas qu'une question financière. C'est aussi ressentir dans sa chair combien on est montré du doigt, combien on est mis de côté, combien on est sans arrêt rejeté, etc. Donc, nous avons fait une recherche avec l'université d'Oxford, le Secours catholique et l'université d'Oxford sur les dimensions cachées de la pauvreté. Et nous l'avons fait dans 6 pays dans le monde, en France et dans 6 pays dans le monde. Donc, évidemment, ça coûte de l'argent parce qu'il faut mettre dessus des chercheurs, etc. Mais, vous voyez, ça, c'est un point, c'est un sujet qui nous semblait absolument essentiel. Et nous pensons, immodestement sans doute, que si nous ne travaillons pas ce sujet, qui d'autre va s'y mettre? Donc, ça nous semble absolument essentiel de mettre de l'argent sur un tel projet parce que, voilà, nous, c'est les choses que nous souhaitons faire avancer dans la société. De même, la recherche CIPES sur l'orientation scolaire des enfants de milieux défavorisés, nous sommes partis dans cette recherche avec des partenaires, mais nous demandons des financements à droite à gauche, mais c'est absolument essentiel pour nous de faire avancer le fait que les enfants n'arrivent pas à apprendre comme les autres à l'école, quoi. Donc ça, voilà. Justement, pouvez-vous nous en dire un peu plus du projet CIPES? Alors, CIPES, donc c'est assez dur de dire CIPES comme ça, choisir l'inclusion pour éviter la ségrégation. C'est un acronyme assez dur, dur pour les enseignants en particulier, je trouve. Mais nous avons choisi, à la suite du croisement des savoirs dont je vous parlais tout à l'heure, de 3 week-ends, de partir avec nos partenaires, que sont 3 syndicats de l'éducation et des mouvements pédagogiques, dans cette recherche, parce que ce n'est pas possible, je le voyais dans la conversation tout à l'heure, ce n'est pas possible d'avoir 72% d'enfants
de milieux défavorisés en SECPA et que plus de 63% des jeunes qui sont en SECPA sortent avec rien chaque année du système scolaire. Aucune inscription nulle part, rien du tout, pas de diplôme. C'est pas possible d'avoir chaque année 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire avec rien. Nous en sommes à 1,5 million de jeunes comme cela dans notre pays. Or, dans la situation actuelle de notre pays, comme dirait mon ami Jean-Paul Delahaye, c'est plutôt une bombe que nous avons sous les pieds avec ce 1,5 million de jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui sont inscrits nulle part. Donc, toutes ces questions-là font que nous avons décidé d'expérimenter alors au départ c'était une vingtaine et avec Covid ça a eu un peu raison de l'enthousiasme de certains, mais avec 15 écoles maternelles et élémentaires, le fait que les enfants ne soient plus orientés dans l'école pour cause de pauvreté. Le fait que des enfants, dès la fin de l'école maternelle, sont orientés vers des filières spécialisées, voire vers des filières du handicap, qui ne leur permettent pas de choisir. D'abord, on ne leur permet pas de choisir cette orientation et ensuite, ça ne leur permet pas de développer leur intelligence comme les autres enfants. Alors, cette recherche CIPES, elle a lieu dans 15 écoles, un peu partout en France. Il y a 3 écoles, petites écoles rurales privées dans le Morbihan parce que c'est un lieu où il n'y a pas d'école publique. Évidemment, ce sont des privés sous contrat, sinon ça ne serait pas possible. Nous avons des écoles, des petites écoles, des grosses écoles. Toutes les écoles sont vraiment très impliquées dans cette recherche, chacune à leur manière. Je vais vous donner. Alors, chaque école est suivie par un chercheur ou une chercheuse, bénévolement, si ce n'est que nous défrayons des trajets, etc. Mais chaque chercheur qui est rattaché à un laboratoire accepte de suivre. Et nous avons dans notre équipe de coordination une chercheuse qui est Dominique Lahani-Rotter, qui mène cette équipe de chercheurs dans cette recherche CIPES. Alors, c'est une recherche participative, hein, donc il y a des chercheurs, un chercheur par école, de même qu'il y a une personne de l'AXAS, l'association du soutien au soutien par école, pour proposer aux écoles de faire de l'analyse de pratique. Et chaque école est suivie par une personne de l'équipe de coordination CIPES, bien entendu. Chaque école fait un projet pour les 5 années de la recherche CIPES et chaque école a eu des moments d'observation par des chercheurs et des militants Quart-Monde. Nous avons fait un premier rapport et nous sommes en train d'écrire le deuxième rapport d'après Covid pour les écoles qui n'avaient pu être observées avant. Vous pouvez trouver ce rapport sur le site de CIPES. Quand vous tapez CIPES, vous trouverez le rapport et vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la lettre de CIPES qui donne des nouvelles de cette recherche. Je vous donne juste un petit exemple. Dans une école maternelle où nous sommes à Lyon, une école maternelle de 15 classes, 17 enseignantes, 15 classes, qui décident dans cette recherche de prendre lien avec les parents parce qu'elles trouvent qu'elles n'ont pas assez de lien avec les parents. Les parents, ce sont dans ce quartier des parents qui sont principalement en centre d'hébergement, en CADA, c'est-à-dire très souvent des parents qui déposent leur enfant le matin à l'école, qui vont marcher toute la journée parce qu'ils n'ont pas de lieu où se poser dans la journée et qui reviennent chercher leur enfant le soir pour aller là où ils sont hébergés. Vous savez, il y a des hébergements où on ne peut pas rester la journée. Donc voilà, des parents qui sont dans des situations assez difficiles, précaires, très précaires. Et elles ont fait en janvier 2022, un questionnaire pour les parents pour leur demander ce qu'ils pensaient que leurs enfants apprennent à l'école. Qu'est-ce que vos enfants apprennent à l'école? On pourrait se dire qu'un questionnaire comme cela, pour des parents qui vivent dans des conditions pareilles, elles ont eu 80% de réponses dans un premier temps. Et des réponses extrêmement étayées, extrêmement fournies, incroyables, de voir, elles étaient toutes à vouloir garder ces questionnaires pour les lire pendant les vacances scolaires de février, tellement ces questionnaires leur ont fait du bien de voir combien les parents s'intéressent à l'école et s'intéressent au cheminement de leur enfant dans l'école.
Les 20% qui n'avaient pas répondu, elles les ont rencontrés individuellement. Et à la suite de ce questionnaire, elles se sont dit, il faut que nous ayons plus de dialogue avec les parents, parce que ça montre combien les parents s'intéressent à l'école pour leurs enfants, et il faut que nous connaissions mieux les enfants que nous avons dans nos classes. Donc, à la rentrée suivante, en septembre, elles ont choisi d'accueillir tous les parents individuellement. Durant tout le mois de septembre, elles ont choisi, c'est un choix parce que c'est des heures et des heures en plus, évidemment, c'est pas simple, mais elles ont choisi d'accueillir tous les parents individuellement pour pouvoir prendre ce temps de dialogue avec chaque parent de qu'est-ce que votre enfant a besoin d'apprendre à l'école? Qu'est-ce qu'il sait déjà? Qu'est-ce que vous croyez qui le met vraiment en difficulté? Qu'est-ce qu'au contraire, il sait bien faire et qu'il va vouloir faire à l'école? Voilà, mieux connaître l'enfant pour pouvoir ensuite faire les pédagogies souhaitées dans la classe, qui fassent avancer tous les enfants. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'interroge sur toutes les pédagogies ne se valent pas. Alors évidemment, toutes les pédagogies ne se valent pas. Parce que il faut absolument former les enseignants aux pédagogies qui permettent davantage la réussite de tous. On le voit bien dans la séparation quand on a fait les CP à 12 ou les CE1 à 12. Ça ne change pas grand-chose si l'enseignant n'a pas changé sa pédagogie, sincèrement. C'est-à-dire, si ça avait changé beaucoup, on le saurait. Hein. Mais comme on ne le sait pas, c'est que ça n'a pas changé grand-chose. Et ce que l'on sait par contre, et ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est qu'un enseignant qui est passé de 24 à 12 et qui ne change pas sa pédagogie, ça ne change pas grand-chose, ça ne change rien même. Donc, il faut vraiment former les enseignants à la pédagogie de la coopération, à la pédagogie différenciée. On sait bien que ces pédagogies permettent à davantage d'enfants de réussir. Dans l'enseignement spécialisé, nous posait la question de la grande pauvreté, la situation de handicap. Vous parliez notamment de cette différenciation, et notamment dans une école inclusive. De ce constat local, avez-vous, vous, un constat peut-être plus national sur le parallèle entre grande pauvreté et situation de handicap à l'école? Alarmant, et encore plus alarmant depuis Covid. Vraiment alarmant, parce que combien encore ce samedi où nous étions avec les chercheurs, les enseignants de CIPES et les militants Carmonde à travailler toute la journée de samedi ensemble sur cette recherche, et où une militante Carmonde racontait que son enfant qui a des soucis pour arriver à lire en CP et pour arriver à écrire, c'est un enfant qui écrit à l'envers, enfin, etc., et que la solution qui a été proposée par l'enseignant de cet enfant, c'est de faire un dossier MDPH. Mais parce que cet enfant vit dans une famille qui vit dans la grande pauvreté. À mon enfant, si mon enfant a des difficultés de lecture et d'écriture en CP, on ne va pas lui proposer d'aller faire un dossier à la MDPH. On va directement me proposer d'aller voir l'orthophoniste, de faire les consultations qu'il va falloir faire. Il faut prendre les mêmes moyens pour tout le monde et donner les mêmes moyens à tout le monde. Ce n'est pas possible de directement mettre la difficulté scolaire au regard du handicap, comme si la difficulté scolaire liée à la grande pauvreté, on l'envoie sur la solution, c'est le handicap. Ce n'est plus possible. Vous savez, nous sommes sans arrêt interpellés par des responsables d'IME, d'instituts médico-éducatifs, qui nous disent qu'ils ont trop d'enfants issus de la grande pauvreté et pas assez d'enfants handicapés, vraiment de jeunes handicapés. Donc là, il y a un problème. On a un problème. Nous, on les retrouve après. Hein. On les retrouve adultes à 25, 30 ans, ils vous disent, bah oui, moi, j'ai rien appris à l'école parce qu'on m'a dit que je devais aller à l'IME, j'en suis sortie, je sais rien.
il est 44, nous avons… Ah oui. euh, Alors, je euh, suis à Lyon et je dois me rendre à Rennes. Il faut absolument que j'ai ce train. Et nous Voilà. respecterons notre engagement. Un grand merci pour ces échanges. Vous avez, et Béatrice présentait en propos liminaire votre ouvrage que vous avez dirigé, L'égale dignité des invisibles, quand les sans-voix parlent de l'école. Vous donnez notamment la parole à ceux qui ne l'ont jamais et que vous nommez les invisibles. À travers ces témoignages, ces récits, vous interrogez la question de la grande pauvreté et des inégalités scolaires. Des compléments en lien avec ce Alors, que vous nous avez dit juste avant? oui, parce que ce ne sont pas que des témoignages. Ces personnes, ces 10 militants Carmonde qui ont entre 17 et 67 ans, ils racontent leur parcours scolaire, comme me l'a dit Vincent Payon, qui m'a demandé d'écrire ce livre et qui est directeur de collection aux éditions du Bordelot, là, chez cet éditeur. Il m'a dit, c'est vraiment très dur, c'est rude quand même. Oui, c'est rude. Les parcours scolaires de toutes ces personnes sont très rudes, très durs à lire. Je le conçois, je le comprends très bien. Mais c'est rude pour eux déjà, hein. Et surtout, chacune de ces personnes fait des propositions pour l'école, pour que l'école n'oublie pas aucun enfant, pour que l'école ne laisse aucun enfant sur le bord du chemin. Donc vraiment, ils sont acteurs de l'école. Ils font des propositions. Certes, certains ont des paroles, et tous même ont des paroles assez rugueuses, assez difficiles au départ avec leur parcours scolaire, mais vraiment, lisez tout le long les écrits de chacune et chacun. J'ai posé les mêmes questions à chaque militant Carmonde. Donc voilà, c'est structuré de la même manière pour chacune et chacun. Et évidemment, ils ont relu leur texte et pu voilà, dire s'ils étaient complètement d'accord. Et vous verrez la chercheuse de CIPES dont je parlais, Dominique Lahanier-Rother, qui parle de cette recherche CIPES ensuite dans ce livre. Et vous verrez également Florence Denonfou, la directrice de l'école maternelle de Lyon dont je parlais, qui a osé s'exprimer dans un livre. C'est pas si simple, comme elle dit, après tout, oui, après tout, je vais quand même raconter mon quotidien, mais c'est pas si simple d'oser livrer son quotidien de directrice d'école, un quotidien qui est plein de questions, mais qui est aussi, je trouve, plein d'enthousiasme pour l'avenir, parce qu'on voit combien le travail en équipe permet d'avancer et de faire avancer les choses dans l'école. Si nous retenions une note positive, justement, et je vois que Béatrice, voilà, qui est la garante du temps, apparaît. Si nous devions avoir une note positive, que devrions-nous retenir pour continuer notre engagement à lutter contre la grande pauvreté? Une phrase qui est dans les fondamentaux d'ATD Carmonde: tout homme porte en lui une valeur fondamentale et inaliénable. Un grand merci pour votre disponibilité, un grand merci pour cet échange, et puis un grand merci pour votre engagement et cet esprit de conviction qui nous amène aussi à poursuivre dans notre quotidien la lutte contre voilà, la grande pauvreté, mais bien au-delà, d'accompagner la dimension humaine. Merci à C'est un vous. plaisir tout à fait partagé et n'hésitez pas à donner mes coordonnées, etc. Vraiment, je suis à disposition, voilà, pour aller présenter le livre, pour aller présenter d'autres choses. N'hésitez pas. C'est vraiment un plaisir. Un grand merci, Marie et Edgar, pour cet après-midi. Vos propos sont très inspirants. Nous avons toutes et tous envie de poursuivre en allant rechercher dans les liens que j'ai partagés des actions que vous avez évoquées, d'être des alliés. En fait, nous avons environ, professeurs de collège, de lycée, une centaine d'élèves par classe. On a un effet de levier très important si on se mobilise tous, si on en fait une cause commune. Voilà, donc c'est de dire le plaisir qui est le mien d'essayer de faire la connexion entre les talents, entre ceux qui veulent faire bouger les lignes. J'invite tous les collègues à vous retrouver le 9 mai. Vous allez intervenir justement sur ces questions très importantes de lutte contre les inégalités et de biais de représentativité. Parce qu'effectivement, vous avez donné l'exemple de la jeune fille qui avait du mal à se projeter au regard de la situation de sa mère. Et on a une vraie question qu'on va continuer à aborder avec vous sur ces domaines-là. Mais je ne vous retiens pas, vous avez votre train à prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Merci, bientôt. merci et merci à Hervé Gouvenot et à François Bergne
qui était avec nous, qui a préparé cet échange, qui avait un petit problème d'audio, et donc c'est pour ça qu'on ne lui a pas beaucoup laissé la parole, mais on est pour l'égalité aussi femmes-hommes, donc nous étions 2 femmes et 2 hommes. Merci beaucoup à tous. Bonne fin d'après-midi.